Mao Tse-tung, le petit livre rouge. Chapitre 6. L'impérialisme et tous les réactionnaires sont des tigres en papier. Tous les réactionnaires sont des tigres en papier. En apparence, ils sont terribles, mais en réalité, ils ne sont pas si puissants. À envisager les choses du point de vue de l'avenir, c'est le peuple qui est vraiment puissant, non les réactionnaires. De même qu'il n'y a aucune autre chose au monde dont la nature ne soit double, c'est la loi de l'unité des contraires, de même l'impérialisme et tous les réactionnaires ont une double nature. Ils sont de vrais tigres et en même temps des tigres en papier. Dans le passé, la classe des propriétaires d'esclaves, la classe féodale des propriétaires fonciers et la bourgeoisie furent, avant leur conquête du pouvoir et quelque temps après, pleines de vitalité, révolutionnaires et progressistes. C'étaient de vrais tigres. Mais, dans la période postérieure, comme leurs antagonistes, la classe des esclaves, la paysannerie et le prolétariat, grandissaient et engageaient la lutte contre elles, une lutte de plus en plus violente, ces classes régnantes se sont transformées peu à peu en leurs contraires, sont devenues réactionnaires, rétrogrades, des tigres en papier. Et, en fin de compte, elles ont été renversées par le peuple ou le seront un jour. Même dans la lutte à outrance que leur livrait le peuple, ces classes réactionnaires, rétrogrades, décadentes, avaient encore leur double nature. En un sens, elles étaient de vrais tigres. Elles dévoraient les gens, les dévoraient par millions et par dizaines de millions. La lutte populaire traversait une période de difficultés et d'épreuves, et son chemin faisait bien des tours et des tours. Le peuple chinois a dû consacrer plus de 100 ans à la lutte pour liquider la domination en Chine de l'impérialisme, du féodalisme et du capitalisme bureaucratique, et donner des dizaines de millions de vies humaines avant de parvenir à la victoire en 1949. Voyez, n'étaient-ce pas des tigres vivants, des tigres de fer, de vrais tigres? Mais en fin de compte, ils sont devenus des tigres en papier, des tigres morts, des tigres en fromage de soja. Ce sont là des faits historiques. Est-ce qu'on ne les a pas vus? Est-ce qu'on n'en a pas entendu parler? En vérité, il y en a eu des milliers et des dizaines de milliers, des milliers et des dizaines de milliers. Ainsi, considérés dans leur essence, du point de vue de l'avenir et sous l'angle stratégique, l'impérialisme et tous les réactionnaires doivent être tenus pour ce qu'ils sont, des tigres en papier. C'est là-dessus que se fonde notre pensée stratégique. D'autre part, ils sont aussi des tigres vivants, des tigres de fer, de vrais tigres. Ils mangent les hommes. C'est là-dessus que se fonde notre pensée tactique. J'ai dit que tous les réactionnaires réputés puissants n'étaient en réalité que des tigres en papier, pour la bonne raison qu'ils sont coupés du peuple. Eh bien, Hitler n'était-il pas un tigre en papier? Hitler n'a-t-il pas été jeté à bas? J'ai dit aussi que le tsar en était un, de même que l'empereur de Chine, ainsi que l'impérialisme japonais. Vous voyez bien, tous ont été abattus. L'impérialisme américain ne l'est pas encore, et il a, de plus, la bombe atomique. Mais, à mon avis, il tombera lui aussi. Il est également un tigre en papier. Un proverbe chinois qualifie l'action de certains sots en disant qu'ils soulèvent une pierre pour se la laisser retomber sur les pieds. Les réactionnaires de tous les pays sont justement de ces sots. Les répressions de toutes sortes qu'ils exercent contre le peuple révolutionnaire ne peuvent finalement que le pousser à étendre et à intensifier la révolution. Les diverses répressions auxquelles se sont livrés le tsar et Chiang Kai-shek n'ont-elles pas justement joué ce rôle de stimulant dans les grandes révolutions russes et chinoises? L'impérialisme américain occupe notre territoire de Taïwan depuis 9 ans, et tout récemment encore, il a envoyé ses forces armées occuper le Liban. Les États-Unis ont établi des centaines de bases militaires réparties dans de nombreux pays, à travers le monde entier. Cependant, le territoire chinois de Taïwan, le Liban, ainsi que toutes les bases militaires américaines à l'étranger, sont autant de cordes de potence passées au cou de l'impérialisme américain. Ce sont les Américains eux-mêmes, et personne d'autre, qui fabriquent ces cordes et se les mettent au cou, donnant l'autre bout de la corde au peuple chinois, aux peuples arabes et à tous les peuples du monde épris de paix et en lutte contre l'agression.
plus les agresseurs américains s'attarderont en ces lieux, plus se resserreront les cordes qui leur étreignent la gorge. Les impérialistes n'en ont plus pour longtemps, car ils commettent tous les méfaits possibles. Ils se font une spécialité de soutenir les réactionnaires hostiles au peuple dans les différents pays. Ils occupent beaucoup de colonies, semi-colonies et bases militaires. Ils menacent la paix d'une guerre atomique, ce qui fait que plus de 90% de la population du monde se dresse ou vont se dresser en masse contre eux. Les impérialistes sont encore vivants. Ils continuent à faire régner l'arbitraire en Asie, en Afrique et en Amérique latine. En Occident, ils oppriment encore les masses populaires de leurs pays respectifs. Cette situation doit changer. Il appartient au peuple du monde entier de mettre fin à l'agression et à l'oppression de l'impérialisme, et principalement de l'impérialisme américain. L'impérialisme américain dicte partout sa loi, s'est mis dans une position hostile au peuple du monde entier et s'isole de plus en plus. Les bombes A et H qu'il détient ne sauraient intimider ceux qui refusent d'être esclaves. Il est impossible d'endiguer le flot de colère des peuples contre les agresseurs américains. La lutte des peuples du monde contre l'impérialisme américain et ses laquais remportera à coup sûr des victoires plus grandes encore. Si les groupes de capitalistes monopoleurs américains persistent dans leur politique d'agression et de guerre, le jour viendra inévitablement où ils seront pendus par tous les peuples du monde. Le même sort attend les complices des États-Unis. Pour combattre l'ennemi, nous avons formé, au cours d'une longue période, ce concept, à savoir que, du point de vue stratégique, nous devons mépriser tous les ennemis et, du point de vue tactique, en tenir pleinement compte. En d'autres termes, nous devons mépriser l'ennemi dans son ensemble, mais en tenir sérieusement compte en ce qui concerne chaque question concrète. Si nous ne méprisons pas l'ennemi dans son ensemble, nous tomberons dans l'opportunisme. Marx et Engels n'étaient que deux. Pourtant, ils affirmaient déjà que le capitalisme serait renversé dans le monde entier. Mais sur les questions concrètes et sur les questions se rapportant à chaque ennemi particulier, si nous ne tenons pas suffisamment compte de l'ennemi, nous tomberons dans l'aventurisme. Dans la guerre, les batailles ne peuvent être livrées qu'une à une, et les forces ennemies ne peuvent être anéanties qu'unité par unité. Les usines ne peuvent être bâties qu'une par une. Un paysan ne peut labourer la terre que parcelle par parcelle. Il en est de même pour les repas. Stratégiquement, prendre un repas ne nous fait pas peur. Nous pourrons en venir à bout. Pratiquement, nous mangeons bouchée par bouchée. Il nous serait impossible d'avaler le repas entier d'un seul coup. C'est ce qu'on appelle la solution un par un. Et en langage militaire, cela s'appelle écraser l'ennemi unité par unité. J'estime que la situation internationale est arrivée à un nouveau tournant. Il y a maintenant deux vents dans le monde, le vent d'Est et le vent d'Ouest. Selon un dicton chinois, ou bien le vent d'Est l'emporte sur le vent d'Ouest, ou c'est le vent d'Ouest qui l'emporte sur le vent d'Est. À mon avis, la caractéristique de la situation actuelle est que le vent d'Est l'emporte sur le vent d'Ouest, ce qui signifie que les forces socialistes ont acquis une supériorité écrasante sur les forces de l'impérialisme.